Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un créateur de bande dessinée, Jean-Philippe Perrault. Cette semaine, j'ai un petit peu l'impression de me replonger dans mon passé parce que je suis avec quelqu'un qui vient de mon coin, dans une région que je vous ai sûrement déjà parlé, qui est l'Abitibi. Il est un petit peu plus jeune que moi, mais vous allez comprendre un peu les liens qui nous ont unis un petit peu sans le savoir. Puis en plus, c'est qu'il va nous expliquer ce qu'il fait dans la vie. Et c'est quand même assez particulier, mais je vais vous le laisser vous raconter ça lui-même. Il s'appelle Jean-Philippe Perrault. Tout d'abord, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Bonjour, ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au projet. C'est plaisir. Comme je le disais, tu viens de l'Abitibi. Oui, pour être très exact, je viens de La Reine, qui est un petit village de 300 ans, quelques 300 âmes au nord de la Sarre. Pas plus que 300. Ah, ça aussi, honnêtement, j'avouerais, je sais même pas où ils les mettent, tellement je trouve ça gros pour le nombre de personnes que j'aperçois quand je vais là. OK, ça donne quand même une idée de l'ampleur de l'endroit. Oui. Donc, tu es né là. Et toi, ton problème de vision, il découle brièvement de quoi? Alors, c'est une maladie qui forcément est rare et a un nom bâtard en plus. Ça s'appelle l'amorose de Leber. J'ai un champ de vision réduit, j'ai besoin d'une loupe pour lire. Je peux pas conduire une voiture, forcément, à part dans Mario Kart. Et donc c'est à peu près ça, les grandes lignes. En général, j'ai beaucoup... je retiens pas vraiment mon degré de vision quand mon opto me le dit, parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse de façon générale, là. Puis c'est difficile de toute façon à expliquer à quelqu'un exactement ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, de la façon qu'on le voit. Ouais, c'est ça, parce qu'on n'a pas de cadre de référence, hein, on est né comme ça, là. Fait que c'est toujours... c'est jamais évident, là. Puis ça peut être différent aussi d'une personne à l'autre, là. C'est pas si clair que ça, c'est pas si précis. Ouais, exactement. Donc, toi, est-ce que, j'ai dit que tu étais un peu plus jeune que moi, est-ce que tu es à l'aise de dire en quelle année tu es né? Alors, en 87. 87. L'année de la sortie de Robocop, pour ceux qui se demandaient. J'ai l'impression que tu vas faire beaucoup de mise en situation que moi, je suis même pas au courant. Ça se peut, oui. Puis pas parce qu'en 87, mes frères, moi, sont plus jeunes. Donc, j'ai plus eu des références des fois sur des choses plus jeunes que moi, encore plus jeunes que moi. D'accord. Donc, est-ce que tu viens d'une famille nombreuse, toi, Jean-Philippe? J'ai un frère, tout simplement, là, ils ont arrêté après moi. On se demande pourquoi. Mais ton frère a pas ce problème de vision-là? Non, en fait, je suis même le seul de ma famille à avoir un handicap, quel qu'il soit, là. OK. Et là, toi, comment ça s'est passé? À La Reine, quand tu étais jeune, est-ce que tu t'es vite aperçu que tu avais un problème? Est-ce que ça t'a beaucoup nui dans ton intégration avec les autres enfants? L'école, ça s'est passé comment pour toi? En fait, c'est pas vraiment moi qui s'en ai rendu compte, c'est mes parents, en fait, parce que quand j'étais tout bébé, j'étais un bébé très insécure. Si j'étais pas dans les bras de ma mère, je me mettais à pleurer tout le temps. OK. Et à un moment donné, ils s'en sont rendus compte quand je jouais par terre et je me suis approché de ce que je pensais être ma mère, et qui était en fait ma tante. Et quand j'ai mis ma main sur sa cuisse, elle m'a dit quelque chose. Et là, en me rendant compte que c'est pas la bonne voie, je me suis mis à pleurer. Donc ça leur a donné la puce à l'oreille que effectivement il y a peut-être quelque chose au niveau de la vision. Et donc c'est pas c'est jamais quelque chose que je m'en suis fait vraiment beaucoup au quotidien.
j'essaie tout le temps de m'adapter à ça, là, sans trop y penser. Enfin, je conseille en général, faut pas trop penser à ça ou où est-ce que ça peut mener, mais à la reine, c'était quand même bien accepté, je pense. Ça arrivait peut-être que je me faisais écœurer là-dessus de temps à autre, ou qui profitait un peu du fait que je voyais pas bien pour me niaiser. J'avais quand même quelques amis, un meilleur ami notamment que je fréquente encore aujourd'hui, là. Donc c'était pas le cercle social à cette étape-là, c'était pas problématique encore, là. Bon, de toute façon, on s'entend que écœurer les enfants, hein, on n'a pas vraiment besoin de motif. Hein? Non, hein, c'est toujours en fait qui est perçu comme le plus faible. Hein, Et là, quand on a un problème de vision, ben c'est un motif, tu sais, mais c'est pas nécessairement. Il y a pas grand enfant qui échappe aux moqueries. Non, effectivement. Et là, toi, tu as été à l'école toujours en Abitibi, au primaire, tout ça? Alors, j'ai fait mon primaire à La Reine, en Abitibi. L'école a fermé, je crois, 1 an ou 2 après que je l'ai fini. Okay. Et ensuite, j'ai fait mon secondaire 1 et 2 à Nord-Métal et 3, 4, 5 à l'Apollino de La Sarre. OK. Là, par contre, tu vas vite un peu, là, déjà rendu au secondaire. Il y a eu quoi, la maternelle? Est-ce que... Oui, en fait, j'ai vraiment suivi le cursus qui dit normal, donc dans le cheminement. J'ai pas été dans des classes spécialisées pour ça. Par contre, j'ai été accompagné tout le primaire et jusqu'au début du secondaire par une accompagnatrice qui venait me voir de temps à autre pour établir c'était quoi les besoins, puis juste m'aider de façon générale. J'avais également ce qu'on appelait à l'époque un professeur itinérant qui était qui venait d'ici là, de Longueuil. Oui, c'est ça, donc de l'INLB qui faisait le voyage jusqu'à La Sarre, La Reine pour établir ce qu'on appelle un plan d'intervention, donc établir les besoins puis les mesures d'adaptation possibles pour m'aider dans mon cheminement, là. Et là, bon, l'autre personne, l'accompagnatrice, ça c'était quelqu'un de la région qui t'accordait quelques heures par semaine? Oui, oui. Je saurais pas me souvenir exactement c'était quoi son titre exact, là. Ça se trouve c'était peut-être une travailleuse sociale, mais je suis pas tout à fait sûr. Oui, parce que moi aussi j'en ai eu une personne, puis je sais pas c'était quoi son titre non plus. J'ai eu le professeur itinérant aussi. Ça, on s'en souvient. Mm-hmm. Oui, oui. Ben l'autre personne, je me souviens pas non plus exactement. Peut-être qu'elle nous aimait juste bien gros puis qu'elle voulait être avec nous. Ben, je sais pas, hein, tu sais, on est, ben, je parle pour moi, j'étais pas un cas si difficile, je sais pas toi quel genre d'étudiant tu étais, mais est-ce que tu te souviens un peu, tu sais, comme bon, au primaire, tu sais, il y a beaucoup d'aspects visuels dans les cours, dans les livres, dans tout ça. Est-ce que pour toi ça a été compliqué? Est-ce que ça a été comme, est-ce que tu sentais que tu passer un peu à côté de quelque chose? Est-ce que qu'est-ce que tu te souviens un peu de ça? Je pense pas que je réalisais que je passais à côté de quelque chose. En fait, il faisait quand même beaucoup d'efforts pour m'aider, dans le sens où je pouvais m'approcher du tableau quand je voyais pas, ou dans les premiers cahiers scolaires, cahiers d'exercice, il mettait par-dessus le texte un imprimé en plus gros, qui était comme collé par-dessus dans le livre. Donc ça aidait beaucoup là, pour la lecture. Mais non, en général, je pense que j'étais quand même assez choyé côté adaptation. Là. J'ai eu la télévisionneuse à partir de la 4e année, là, si je me souviens bien aussi. Là, ça a aidé beaucoup, là, parce qu'à un moment donné, mettre des caractères gros sur tous les cahiers, ça devenait plus gérable à partir du moment qu'il y a comme beaucoup plus de texte. Là, donc, Puis ça devait être quand même forcer ta vision de toujours avoir à lire. Bon, tu sais, on sait que c'est plus gros, mais pas tant non plus. Puis ça devait être fatigant. De mon souvenir, c'était quand même assez correct. Là. C'était encore... Oui, c'était assez gérable là, okay. À l'œil nu. Là. Puis là, bon, je pose des questions parce que, tu sais, la télévisionneuse, je connais ça, j'en ai eu une aussi. Mm-hmm. Pourquoi à 4e année? Est-ce que tu
sais, ou je pense juste à cause de la quantité de texte? Ouais, je pense que c'était pour ça, puis peut-être que c'était plus accessible à ce moment-là. J'ai commencé avec une télévisionneuse en noir et blanc, en fait, là, si je me souviens bien. Ah, tu l'as connue en noir et blanc, toi aussi? Ouais, ben j'en ai eu une d'abord en noir et blanc, puis ensuite j'en ai eu une en couleur que j'ai gardée pendant quasiment 20 ans. Là. Et ouais, c'était vraiment pour pallier à ça, puis je pense que la quantité de texte, puis me familiariser aussi avec l'outil l'outil d'adaptation que j'ai probablement le plus utilisé dans ma vie aussi. Là. Oui, puis encore aujourd'hui? Ou... Oui, encore aujourd'hui, là, j'en ai encore une pas mal plus moderne maintenant sur Ah, sur ça mon a bureau. beaucoup évolué quand même. Oui, quand même, là, surtout si on pense à toutes les télévisionneuses portables ou celles de poche aussi. Là, il y a même des systèmes qui peuvent se bricoler un peu maison là, pour avoir une télévisionneuse improvisée aussi. Là, c'est quand même beaucoup de possibilités là-dessus. Là. Donc toi, Jean-Philippe, ce que tu as senti, c'est que tu étais bien accueilli, qu'il y avait une ouverture pour t'accueillir dans l'école régulière, t'apporter du soutien. Oui, ben je pense que autant mes parents que les enseignants autour de moi, c'était comme donner le mot d'ordre que on va essayer de le mettre le plus possible dans la normalité. Donc c'est pour ça entre autres que j'étais dans le programme principal, j'étais pas une classe spécialisée. Mes parents ils m'élevaient pas comme entre guillemets comme un handicapé. Donc ils essayaient de me mettre le plus proche possible de ce que les autres vivaient. Là. Ça veut dire que ils te laissaient faire aussi les activités que tu avais le goût de faire à l'extérieur? Oui, ben c'est sûr, celles que je pouvais faire aussi, c'est sûr. Oui. Mais oui, c'est sûr, mettons, quel exemple que je pourrais donner? Ben, on a eu un go-kart à m'amener, un petit kart que mon frère se promenait avec. Mes parents, ils étaient plus ou moins réticents à me laisser le conduire. Mais à part ça, je pouvais faire à peu près tout ce que je voulais. Puis on était dans un village aussi, fait que mes parents étaient pas mal moins stressés à me laisser partir en bicycle à quelque part. OK, parce que tu as fait du vélo toi aussi? Oui, oui. Parce que moi aussi, j'en ai fait. Ah, d'accord. Puis bon, tu sais, je ne dis pas que ma mère était toujours très, très... Puis à un moment donné, c'est comme moi qui ai arrêté d'en faire. Ouais, pareillement aussi, ben en même temps, en restant à Montréal, je me trosse pas à le Ah faire. non, à Montréal. À Montréal, on oublie ça. Non. Donc, OK. Là, mais t'étais beaucoup à aller jouer dehors, toi? C'était quelque chose que t'aimais, les activités extérieures, puis... Pas tant, en fait. Moi, je suis vraiment un garçon de jeux vidéo et de bande dessinée, donc je préférais beaucoup plus rester à l'intérieur pour ça. C'est sûr que forcément, les parents, ils nous poussaient à aller dehors, puis on a quand même passé un temps assez conséquent à l'extérieur aussi, là, pour se bouger le cul un peu. Là. Donc, OK, les activités que tu faisais dehors, bon, c'était pour profiter justement de l'extérieur puis tout ça, mais tu y trouvais quand même ton compte. Oui, quand même. Au final, même si je pouvais peut-être chigner un peu, mais au final, je pense que j'y trouvais mon compte. Hein. OK. Et bon, à l'école, on revient à l'école, on fait du coq à l'âne aussi, hein? Oui. À l'école, c'était quoi tes matières que t'aimais le plus puis que t'aimais le moins? Ce que j'aimais le plus, c'était probablement l'art plastique. Que j'aimais le moins... Mais là, attends. Oui. L'art plastique, tu me surprendras quand même énormément, là, parce que tu réussissais quand même à faire de l'art plastique? Oui. Ben c'est sûr qu'au début, je me souviens qu'au début, ils me donnaient des cahiers à colorier à faire et il fallait que je les remplisse avec la consigne spécifique de ne pas dépasser. Et ça, j'ai travaillé longtemps pour être capable de faire ça. On parle d'un skill que tu développes en première année. Là. C'est pas quelque chose de très important ou qui est très difficile à faire. Là. Mais je me souviens que ils avaient passé un certain temps à me faire des exercices pour être capable de faire ça. Et là, tu faisais ça comment, sans vouloir... Alors, le truc qu'ils donnaient en première année, c'est que tu fais d'abord le contour en plus gras, puis ensuite tu remplis à l'intérieur de ce contour-là. OK. Donc, c'est à peu près ça pour les gens en première année qui nous écoutent.
Ça peut vous aider, là, c'est Ben, ça le truc. ou ceux qui ont des problèmes visuels puis qui n'ont jamais osé faire ça, là. Commencez par le contour, puis ensuite remplissez au milieu. C'est que là, tu faisais ça, puis tu t'en tirais somme toute bien, puisque l'art plastique était dans tes matières préférées. Oui, je me souviens, j'ai même, en fait, à l'instant, je me souviens, j'avais même gagné le concours de la Caisse des Jardins. C'est le concours de dessin où ce qui te donne une peluche, là, comme prix, là. Sérieux? Oui, oui. OK. C'est que tu as gagné la peluche. Oui. Et là, est-ce que les gens... c'était en quelle année, ça, à peu près? Eh ben, ça devait être... Attends, je devais avoir 7-8 ans. OK. Donc, on devait être Ben, en 94-95 à peu près. c'est à peu près le milieu du primaire, ça veut dire, environ? Non, parce que c'était en maternelle, je l'avais gagné, c'est vrai. Je l'avais gagné en maternelle, donc je devais avoir Ouais. 5-6 ans. Donc, peut-être plus 92-93, OK. effectivement. OK. Puis là, les gens sont quand même jeunes, là. Ça fait que... Parce que ma question, c'était plus, est-ce que les gens trouvaient ça bizarre que quelqu'un avec un problème de vision gagne des concours de dessin ou de... Ben, j'imagine qu'ils ont dû le souligner dans le journal local qui ont fait un paragraphe là-dessus, là, mais c'est moi je m'en sacrais un peu honnêtement à ce moment-là. Oui, nous autres, à cet âge-là, on s'en fout. Là, Ouais, je veux dire, on participe, on gagne, hein, c'est cool, on est bon, puis la vie est belle. Puis là, la matière que tu disais que t'aimais pas, ou moins, ou que tu performais moins, peut-être même à cause de ton handicap. Ben, ça doit être probablement le français qui est tout le temps un peu mon talon d'Achille, là, même si pourtant je suis scénariste, là, fait que tu sais, c'est pas ce qui m'aide le plus, là, mais on ménage, là. Ouais, mais tu sais, scénariste, on peut avoir plein de bonnes idées, puis... Exactement, je compense par les idées à défaut d'écrire un peu tout croche. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Donc, là, tu me disais au secondaire, tu es allé à Normétal. Donc, là, c'était un changement d'école, forcément. Là, Normétal, c'était quoi? Secondaire 1, 2, 3? 1, 2. 1, 2. Donc là, ça, c'était prévu comme ça. Ça veut dire qu'il y avait déjà comme un changement polyvalent de prévu pour le secondaire 3. Oui. Est-ce que tu as quelque chose de spécial à dire concernant la polyvalente de Normétal? Est-ce que ça s'est bien passé, ton arrivée là? Non, ça s'est pas bien passé. J'ai ok. malheureusement fait la transition entre le primaire et le secondaire pas très bien. Puis Difficilement? Oui, ça m'a suivi jusqu'en secondaire 3 à peu près. Mais c'est que j'avais comme beaucoup de mal à vivre avec... tu sais, quand t'es au primaire, t'as comme ta gang, puis tu penses que c'est comme tes meilleurs amis à vie. Puis là, t'arrives au secondaire, puis là, ils changent tout de style vestimentaire, un peu d'attitude. Puis c'est comme plus vraiment tout à fait tes amis, ou tu t'étais peut-être fait un petit peu trop d'idées là-dessus. Fait que ça m'a comme pris un temps à me refaire un cercle qui m'a vraiment plus suivi, plus des vrais amis, en fait, là. Fait que Mais ça, on s'entend que c'est une problématique qui peut être vécue par tout le monde, là. C'était pas oui. en lien avec ton handicap. Oui, exactement. OK. D'accord. Puis, le fait de passer du secondaire, du primaire au secondaire, pour l'aspect académique, est-ce que ça allait? Je pense que ça s'est bien maintenu. C'était en termes d'adaptation, il y avait un challenge un peu plus particulier parce qu'au secondaire, tu changes d'une classe à une autre. Fait que pour ma télévisionneuse, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait, c'est ils l'ont mis sur une table à roulettes et je devais la promener d'une classe à l'autre entre chaque cours. Ça c'était comme ça dès le secondaire 1? Dès le secondaire 1. Puis Okay. même qu'il n'y avait pas d'ascenseur à Normétal, c'est une école secondaire seulement sur 2 étages. Okay. Et donc, il fallait qu'il y ait une télévisionneuse pour chaque étage. C'est que tu avais 2 télévisionneuses. Exactement. OK. Dû au fait que c'était sur 2 étages puis qu'il n'y avait pas d'ascenseur. C'est ça, il y avait comme pas d'autres possibilités. OK. Parce que, je te dis ça parce que là, je vais me permettre de faire quelques parallèles. Parce que moi, bon, je suis allé à la Paulino du secondaire 1 à secondaire 5. Et en secondaire 1, 2, puis il me semble même qu'en secondaire 3, on changeait pas de classe. Tu sais, on était toujours dans la même classe. C'est que j'avais même pas à transporter mes choses. Ah, c'est possible, mais en même temps, t'es
on n'a pas le même âge aussi, fait que peut-être les méthodes ont changé. Oui. Mais c'est quand même... moi, les années que j'ai pas eu à transporter ça, disons que je suis content. Parce que, oui, hein, avec notre meuble, moi, j'avais un meuble à roulette, là, puis c'est ça, puis on se promenait, puis il fallait se promener d'une classe à l'autre. Ouais. Donc, puis là, académiquement parlant, ça s'est maintenu. Tes professeurs étaient toujours aussi ouverts et disposés à te recevoir. Il n'y a rien à signaler vraiment de ce côté-là. Ouais, j'ai découvert aussi qu'il y avait des professeurs à ce moment-là qui étaient un peu plus insécures là-dessus. Là. Fait qu'ils surcompensaient un petit peu en me demandant. Tu sais, des gens qui vont te demander tout le temps si ça va bien. Là, tu sais, mais un petit, genre limite un petit peu trop. Là. Mais tu sais, ça va, là. C'est pas... Tu sentais que tu étais peut-être un petit peu plus questionné que les autres là, par rapport à si tout allait bien. Puis tout ouais. Et puis, est-ce que tu rencontrais les professeurs avant? Est-ce qu'ils te posaient beaucoup de questions? Est-ce que tu avais beaucoup à je sais pas moi, à faire des démonstrations de tes appareils? La manière qu'on procédait, c'est que mon professeur itinérant venait à chaque fois que j'ai changé d'école, en fait. Là, il venait à la commission scolaire, puis je rencontrais avec lui les profs, et on avait une discussion sur le plan d'intervention en question. Donc avant que l'école commence, avant le début de l'année? Oui, okay. on rencontrait le directeur aussi, on visitait l'école. C'est ça qui s'est fait pour Dormetal autant que pour la Paulino. Là. Donc, quand t'arrivais, t'avais déjà une idée de l'école, comment c'était fait, puis tes classes, c'était où, puis tout ça, j'imagine? Oui, faire du repérage un peu pour savoir où sont des classes en question. Là, puis... c'est ça, la rencontre avec les professeurs. Puis aussi, tout l'aspect, je sais pas, en Normétal, vous étiez combien d'élèves? Mais quand t'arrives à la Paulino, quand même, ça bouge, là, dans les salles de casier, puis tout ça, là, c'est... Ouais, quand même. Surtout que la Paulino, si je me trompe pas, c'est l'une des plus grosses polyvalentes au Québec. Et donc, c'est quand même beaucoup de gens qui, entre les classes, en dedans de 15 minutes, sortent et rentrent de leur classe. Là. Ah oui, ça bouge. Donc, et là, ton arrivée à la Paulino, ça s'est bien passé aussi? J'étais encore un peu dans le même mood au début de la troisième, puis troisième année de secondaire, à cause qu'il y a comme... je me souviens que ça avait pas bien été à cause dans mon cheminement. Je suis quelqu'un qui étudie pas beaucoup en général, parce que je suis doué, quand même assez doué pour avoir des bonnes notes sans avoir besoin. Tu retiens, puis t'as pas besoin de trop... Ouais, c'est ça. J'ai jamais étudié beaucoup dans ma vie en général. Mais je me souviens qu'en secondaire 3, en mathématiques, il y a comme un gros jump entre les secondaires, les maths de secondaire 2, secondaire 3, où tu as besoin de démontrer beaucoup plus de démarches dans ce que tu fais. Et ça m'avait beaucoup nuit. J'ai comme vraiment des très mauvaises notes à ce moment-là. Puis la prof aussi, j'avais eu un beef avec, là, que ça marchait pas bien, là, puis avec un ou deux autres cours aussi, c'était un peu la même situation, là, fait que ça a pas bien été pour le secondaire 3, malheureusement. Tu irais jusqu'à dire que ça a été peut-être l'année la plus difficile? Du secondaire, ouais, je dirais que c'est pas mal la plus poche, là. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, en tout cas. Je sais qu'à mon époque, moi, ça a été ça aussi. Le secondaire 3, j'ai trouvé que c'était, comme tu dis, un jump quand même assez important entre le 2 puis le 3. En mathématiques, je trouvais en anglais aussi, en plein de matières. Et ça a été une année pas facile. Ensuite, le secondaire 4, il a fallu un petit peu tout remonter ça. Est-ce que à partir de ton arrivée à la Paulino, est-ce que tu as eu d'autres... les mathématiques, tu faisais ça à la télévisionneuse? Oui, en fait, je faisais tous mes travaux à la télévisionneuse. À partir du secondaire 3, par contre, la RAMQ m'a grillé d'un laptop pour que je puisse prendre des notes dans les cours. Parce que là, on est toujours dans l'idée on monte le niveau. Là, fallait que t'es à l'époque où faut que tu commences à prendre des notes parce qu'il y a un petit peu trop d'informations que tu peux retenir dans ton cerveau. Mais t'avais aucun ordinateur avant ça pour prendre des notes? Tu prenais tes notes à la main? À la main, oui. Oui. Ouais, quand que je prenais des notes, on suivait beaucoup les cahiers d'exercices secondaire 1 et 2, là, fait que c'était pas, il y a pas beaucoup de choses à prendre en notes. OK, mais
t'avais pas de support informatique. Non. OK. Et ça, l'arrivée de l'informatique, pour toi, est-ce que ça a été quelque chose d'intéressant? Oui, quand même. J'étais déjà familier avec les ordinateurs avant, surtout par le biais des jeux vidéo, là, mais la RAMQ ont pris le temps quand même de me laisser apprendre, de me faire apprendre mon doigté pour ne pas avoir regardé le clavier en écrivant. Ce qui est un très bon skill à avoir, mais de façon générale, qu'on soit non-voyant ou pas. Mais oui, effectivement. C'était quand même très pratique d'avoir un laptop et pouvoir ranger ses dossiers, prendre des notes qui sont peut-être plus claires aussi sur certaines affaires, là. OK. Et là, quand c'est approché le secondaire 5, on est tout le temps en train de penser un peu à ce qu'on va faire dans la vie plus tard. Là, ça m'intéresse parce que là, toi, il y a eu un déménagement à Montréal. Mais là, je vais sûrement trop vite, là. Mais c'était quoi pour toi le futur après le secondaire? C'est quoi que tu avais envie de faire? Je voulais devenir auteur de bande dessinée. Ça, il n'y avait pas beaucoup de doutes là-dessus. C'est sûr qu'au secondaire, j'ai bifurqué sur quelques affaires. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du stand-up comic, j'ai fait... Ah oui? OK. Oui. Puis au cégep aussi, j'ai fait... en fait, ce qui se passait, c'est que je voulais faire de la bande dessinée. Et j'ai vu qu'il y avait un programme de bande dessinée à Gatineau. Mais pour ça, j'avais besoin de faire mon cégep avant. Et je suis allé faire mon cégep à Rouyn-Noranda en arts et lettres cinéma. Parce que j'aurais pu aller en arts plastiques, ce qui était plus dans les prérequis du programme de bande dessinée. Mais je trouvais ça intéressant d'aller plus vers un médium narratif, comme le cinéma, qui est un médium qu'on raconte des histoires en images, comme la bande dessinée. Puis en arts plastiques aussi, c'est beaucoup d'art conceptuel à cette heure. Puis c'était peut-être moins dans mes optiques que ce que je voulais aller chercher. Donc c'est ça, je voulais vraiment me rapprocher du côté médium narratif en image. Et là, quand tu disais ça, que tu voulais faire de la bande dessinée, tout ça, comment que c'était perçu? Est-ce que c'était... Ça a un peu tout le temps été là, tu sais. Moi, le premier livre que j'ai lu, c'était une bande dessinée de Spider-Man, qui était à la bibliothèque de mon village. Puis en lisant ça pour la première fois, je sais pas si j'avais vu le cartoon avant ou j'ai connu Spider-Man avec cet album de bande dessinée là, mais déjà en partant, pour moi, c'était quelque chose de comme spécial, puis important. Puis forcément, quand tu tripes sur quelque chose en particulier, l'intérêt de vouloir en faire, ça vient absolument. Parce que quand je disais au début de l'entrevue que la vision, ça peut être très différent chez chaque individu. Quand on regarde une bande dessinée puis qu'on a un champ visuel quand même restreint, c'est pas difficile un peu à catcher, comme je pourrais dire. Oui, mais la BD, c'est tough, pareil, peu importe si tu vas bien. OK. Si tu vas bien. Mais c'est ça la clé, là. C'est ça. C'est pas si facile pour personne en partant. Non, c'est ça. C'est sûr que ça rajoute un challenge supplémentaire en quelque sorte, mais c'est toujours une question de trouver son style, puis qu'est-ce qu'on a envie de raconter en fait là. Parce, n'importe qui d'autre n'est pas un expert dans ce qu'il fait. N'importe quel BDiste n'est pas un expert dans ce qu'il fait, mais il trouve sa voix, sa façon de raconter, son style visuel. Et c'est la même chose pour moi, c'est juste que j'ai ce facteur-là qui affecte tout le reste, là. Puis en partant, ça t'a sonné une cloche, là. Ça fait que dans ce temps-là, c'est quand même plus intéressant de persister là dans la compréhension de tout ça, puis de... c'est ça, tu sais, faut faire ce qu'on aime dans la vie, hein. C'est bien important. Mes parents, ils m'ont toujours poussé à faire ce que j'aime dans la vie. C'est sûr, qu'est-ce que j'allais dire, c'est venu très tôt, donc, cette envie-là. Oui, je saurais pas dire exactement à quel âge, mais c'est l'intérêt pour ça, là. Mais j'ai tout le temps été c'est ça qui est drôle, en fait, c'est que j'ai tout le temps été quelqu'un de visuel, même si je vois pas bien. Dans le sens où j'aime ça, j'aime les belles illustrations, j'aime l'art visuel de façon générale, c'est ça, j'aime les belles images, là, ça. Mais tu sais que t'es pas le premier non plus à dire ça. Je veux dire, la vision que t'as,
elle te sert dans le sens que tu es quand même capable de justement dire bon ça c'est une belle illustration, ça me plaît, ça vient me chercher. Oui. Puis ça affecte aussi mon appréciation du visuel. J'ai tendance à préférer et à faire des visuels qui sont beaucoup plus épurés. C'est-à-dire qui ont peut-être pas nécessairement une tonne de détails, mais qui vont vraiment droit au point. Donc un petit peu moins chargé de détails. Ben c'est intéressant. Ça peut justement être peut-être incitatif pour ceux qui comme moi n'ont pas vraiment beaucoup de vision, mais qui n'ont jamais eu beaucoup non plus d'intérêt à regarder des bandes dessinées parce que je trouvais ça trop peut-être un peu trop complexe. Ah ben il y en a pour tous les goûts, hein. Il y en a des traits très simples, autant des traits chargés. J'apprécie quand même les dessins qui sont très fouillés, mais j'ai quand même une affection particulière pour les dessins plus cartoon, plus simple ou plus direct dans l'approche. Et là, parce que je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse sur les jeux vidéo parce que tu nous l'as mentionné quelques fois. Donc, si je comprends bien, si je sais lire entre les lignes, t'étais capable de jouer à des jeux vidéo ou en tout cas à certains jeux, j'imagine, peut-être pas tous ou. Oui, à peu près à tous les jeux. Les jeux que je joue pas, c'est pas que je suis pas capable, c'est juste parce qu'ils m'intéressent pas. Ouais, ok. Et ça a commencé comment? Ton frère, dans ta famille? Ah non, ça c'est la première fois que j'ai vu un jeu vidéo. Ça devait être probablement Super Mario Brothers au NES quand j'étais genre pas plus que 5 ans maximum. Puis tout de suite c'était comme instantané là. C'était des aventures et des mondes à explorer que j'avais juste envie d'être dedans là. Donc tout de suite venu l'envie de jouer. Est-ce que j'imagine que tu te mettes proche de l'écran? Oui, quand même très près de l'écran, là, on s'entend, là, c'est pas plus que moins dans les 30 cm. Ma face est environ 30 cm, moins de 30 cm de l'écran. Là, OK. Puis tu pouvais jouer longtemps comme ça? Ou? Oui, fait que la consigne, ne pas regarder la télé de près, c'est pas de quoi qui s'est appliqué beaucoup pour moi. Je sais que, puisque t'en parles, ça devait être dit. Ils disent maintenant que c'était pas si grave non plus, même si on se mettait proche. Ouais. Tant mieux, d'un sens. Ils se sont révisés. Ils se sont révisés comme sur plein d'autres choses, hein, mais bon, pour ça, au moins, ça nous a pas nuit plus qu'à notre... plus que ça aurait peut-être pu. Revenons au cégep maintenant. À moins que tu aurais autre chose à dire sur le secondaire, par curiosité, comme ça, t'as réussi quand même tous tes cours en 5 ans? Oui, en fait, autant les 3 premières années de secondaire étaient pas très hard, mais les 4 et 5, là, c'était absolument fantastique. Là. J'ai comme eu une remontée. Je suis sorti de ma crise d'adolescence et j'ai remonté la pente. Mais justement que c'est dans ces années-là que je me suis mis à faire plus de choses que j'aimais faire. Donc, l'art plastique, puis du théâtre, notamment. Là. Donc, c'était plus inspirant un peu là du fait qu'on fait plus de choses qui nous intéressent. Puis Exactement. OK. Puis j'ai appris les cours de mathématiques poche, fait que c'était moins tough pour ça. Et le théâtre, ça, c'est arrivé comment? C'était dans les choix de cours, puis OK. c'est encore une fois raconter des histoires, c'est quelque chose qui m'intéresse. Là, fait que c'est venu. Je me suis pas posé de questions, j'ai envie de faire ça. Là. Donc, au cégep maintenant, en arts et lettres, profil cinéma, comment ça s'est passé ça, l'arrivée au cégep? C'est encore un changement là, c'est un changement de ville quand même, Rouen. Oui, changement de ville, j'emménage aussi, là je quitte le foyer familial. J'emménage avec mon frère en colocation, là, fait que c'était quand même beaucoup de changements, beaucoup plus de liberté aussi. Là, je pouvais. Il y avait combien d'années de différence entre toi et ton frère? Mon frère a 1 an et demi de plus que moi. OK, ça que vous êtes pratiquement du même âge. On se suit quand même d'assez près. OK. Donc en colocation avec ton frère, l'arrivée au cégep, les cours, est-ce qu'il y a eu d'autres défis qui se sont présentés? Pas tant, en fait, parce que là, c'était sur des sujets que j'aimais beaucoup plus. Donc, il y a beaucoup moins de matière de français ou d'anglais, par exemple. Il n'y a plus de maths. Non, de façon générale, l'adaptation, c'était quand même bien. Puis les profs étaient compréhensifs aussi, là. Puis
je prenais plus d'autonomie aussi à cette époque-là. Je prenais pas par exemple à certaines sessions, je prenais pas nécessairement je prenais plus le temps nécessairement de rencontrer tous les profs. J'allais en fonction des besoins, puis en général c'était assez compréhensif là-dessus. OK. Donc, t'as tiré tes avantages de ces cours-là, ça t'intéressait, c'était... Ouais, j'ai appris beaucoup, autant toujours dans l'idée de raconter des histoires. J'ai fait un peu d'animation aussi, c'est encore un peu de théâtre à côté des cours aussi. Fait que non, j'ai vraiment tripé sur mon cégep. J'aurais peut-être le seul regret que j'ai peut-être, c'est que j'aurais, à cause que moi et mon frère, on descendait toutes les fins de semaine chez nos parents. OK. Le seul regret que j'aurais, c'est que peut-être à refaire ça, je resterais peut-être plus souvent les fins de semaine pour m'avoir fait peut-être un plus gros sac d'amis ou l'avoir fait plus rapidement. Parce que les amis que je me suis fait là, c'était un peu plus sur le tard, fait que j'ai... C'était plus difficile, tu dirais, ou c'est parce que t'avais moins de temps parce que tu voyageais beaucoup? En fait, c'est que le social, c'est toujours plus difficile pour moi parce que, tu vois, par exemple, quand j'étais au secondaire, à une certaine époque, je me suis aperçu que les gens, ils venaient pas me voir parce que, vu que j'ai pas le regard direct, les gens, ils pensent que j'étais soit un drogué ou que je suis juste bête. Fait que, OK, on va régler ça. Fait que j'ai fait la demande de ma canne blanche. OK, parce que t'avais pas de canne non plus. Non. Donc, t'étais pas vraiment identifié. Non, exactement. Okay. Fait que c'était pas clair pour tout le monde. Fait qu'au lieu de me faire passer pour un drogué ou quelqu'un de bête, ils vont me prendre, je passerai pour un aveugle à la limite. Puis ça a éclairé beaucoup de lanternes, disons. Fait que, pour ça, oui, mais même là, côté social, c'est pas toujours évident, les rapports avec les autres parce que t'es jamais capable de voir comment les gens te regardent. Donc, c'est moins facile de déterminer le rapport qu'ils ont avec toi ou d'évaluer un peu le rapport qu'ils ont avec toi. Il y a beaucoup d'informations qui nous manquent. C'est ça, tout le langage corporel, ça nous échappe. Surtout dans les situations où il y a beaucoup de monde, les soirées, par exemple, c'est très difficile. Moi, aussitôt qu'il y a plus que 3 personnes dans la pièce, je me mets à parler de moins en moins parce que j'arrive plus à suivre la discussion au point d'être capable de participer à la discussion. Puis là, si on rajoute les bruits, la musique... Oui, c'est ça. Il y a comme trop de stimuli qui viennent de places que je peux pas analyser complètement. Fait que ça devient plus gérable. Fait que c'est pour ça que c'est un peu plus... tu sais, c'est ça, le handicap visuel, c'est un package deal. Là. Ça vient pas juste avec ce qu'on pense être la difficulté du handicap visuel. Ça affecte tous les aspects de la vie, dont l'aspect social. Et là, bon, comme tu dis, peut-être qu'à être à refaire, tu prendrais peut-être un peu plus de temps à Rouen la fin de semaine pour justement... Ouais, j'aurais peut-être été un peu plus cavalier dans ce sens-là. Là. OK. Et là, après, c'est là que tu t'es en allé à Gatineau? Ça s'est passé comme ça? Oui, après 2 ans de cégep, je suis parti à Gatineau. Cette fois-ci tout seul. Mon frère est resté à Rouyn-Noranda. Alors, Gatineau, c'est sûr, c'était quand même spécial parce que là, j'étais à pas loin de 500 km de mon patelin. Contrairement à Rouyn-Noranda, c'était quand même plus proche. Fait que là, je pouvais plus. Je descendais plus à toutes les fins de semaine, c'était impossible. Ouais, j'imagine que non. Et ça a été à peu près aussi long là pour me faire vraiment des amis, mais c'est peut-être venu un peu plus vite. Mais là, on était tous une gang qui voulait faire de la bande dessinée, donc qui trippe vraiment sur la chose spécifique pour laquelle on a l'intérêt. Donc là-dessus, c'est peut-être plus facile de rejoindre du monde. Mais au départ, t'éloigner du milieu familial, de la région natale, c'était pas quelque chose qui te faisait peur? Peur, non. C'est ça, c'était spécial, mais dans ma tête, moi, c'était toujours, je veux devenir auteur de bande dessinée, donc je veux faire ce programme-là. Puis il y a pas d'autres facteurs que je prenne en compte que ça. OK. Et là, le cours, c'était un cours qui se faisait après le cégep, mais est-ce que c'était un cours universitaire? Oui, ou... c'est un bac de 3 ans. OK. 3 ans. En art et design, volet bande dessinée, parce que ils peuvent pas nous faire un bac juste en bande dessinée, là, parce que la BD, c'est pas sérieux, on s'entend. C'est encore considéré comme tel? Ah oui, c'est pas pour rien, comme je dis, que c'est un programme de tronc commun, là, c'est que s'il y a encore
encore des préjugés sur la bande dessinée. Donc, ils ont par chance, au moins, ils ont été capables de faire ce qui est maintenant le seul programme universitaire francophone en bande dessinée en Amérique du Nord. Là. Quand même. Ouais. Et ça c'est... Je sais que je pose tout le temps comme si je cherchais des bébites, là, mais ça s'est bien passé, ça s'est bien... ça correspondait encore là à tes... Oui, il y a eu quand même quelques anecdotes. Comme à un moment donné, il y a un cours de dessin où il y avait une prof que je ne nommerai pas, car je suis persuadé que c'est une sorcière et elle pourrait me jeter un spell que je ne voudrais pas. Qui à un moment donné montrait des exemples dans un livre devant la classe. On était tout autour d'elle. Elle montrait le livre et là, je lui demande juste me passer le livre, que je puisse moi aussi le prendre, regarder dedans qu'est-ce qu'elle pointait. Puis elle me disait, non! Tu iras le checker à la bibliothèque. Okay. Et sur le coup, ça à refaire, j'aurais sorti de la classe et je serais allé me plaindre directement à la direction parce que ça, c'est un cas de discrimination. Ouais, puis de pas vouloir t'inclure non plus dans Exactement. le groupe. Hein? Mais ça, c'était pas une bataille qui te tentait à cette époque-là? Ben, je suis pas quelqu'un qui cherche beaucoup le trouble en général. Là. J'achète la paix, fait que j'ai fermé ma gueule, puis j'ai attendu. Mais je suis pas allé checker non plus la bibliothèque après, ça m'intéressait pas de voir qu'est-ce qu'il a pointé dans son livre. Là. Et cette prof t'a fait plusieurs misères de ce genre-là pendant le... Ben c'était une prof un peu spéciale, parce que c'était une prof d'un cours de dessin, puis premier cours qu'elle commence, elle dit moi, si j'étais capable de gagner ma vie avec l'art, j'enseignerais pas. Fait que quand tu commences ton cours de même, là, c'est quelqu'un de spécial. Fait que était un peu bipolaire dans ce sens-là, qu'elle allait te critiquer beaucoup, mais après, tu sais, elle te parle avec un grand sourire. Tu sais. OK. Ouais, OK. C'est quand même spécial. Oui, effectivement. Jean-Philippe, avant de poursuivre, qu'est-ce qui s'est passé après ton cours à Gatineau? Parce qu'on parlait un petit peu pendant la petite pause qu'on a fait. Toi, t'as jamais été à l'école Jacques Ouellette, à l'école adaptée. T'as pas appris le braille non plus? Non plus. Non? Il y a jamais été question de ça? Jamais. Jamais. J'étais trop fonctionnel pour le braille. OK. Même qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que mon professeur itinérant qui venait évaluer mes besoins, il évaluait ma vitesse de lecture à la télévisionneuse. Et lui, forcément, en région, les professeurs itinérants, je suis pas le seul à titrer à lui. Il fait plusieurs Oui, il fait personnes. une tournée comme de... Ça, il fait une tournée de plusieurs personnes dans Abitibi. Et j'étais toujours celui qui, quand il évaluait la moyenne de vitesse de lecture des gens en province, au Québec, j'étais celui qui foquait toujours sa moyenne. Parce que je suis parmi... J'étais trop rapide. Je serais apparemment quelqu'un qui lit très vite à la télévisionneuse, selon lui. Mais j'ai pas de misère à le croire, puis je vais te dire pourquoi. Dans le fond, t'as commencé à l'utiliser quand même assez jeune, puis à faire tous tes travaux avec la télévisionneuse. Un bout de temps, tu prenais ce que tu avais à écrire, tu l'écrivais à la télévisionneuse aussi. Donc, oui. Je pense aussi que les jeux vidéo, dans un sens, aident. Oui. Parce que c'est la coordination de ce que t'es de tes mains et ce que tu regardes. C'est vrai. Donc, tu regardes pas tes mains quand tu le fais, mais il y a comme une coordination, c'est ça, entre les deux. Donc, je pense qu'il y a comme peut-être une synergie entre les deux, là. C'est très intéressant quand même comme façon de voir les choses. Jouer des jeux vidéo, tout le monde, c'est fun. Ben, en tout cas, c'est parce que, tu sais, dans le pire des cas, si jamais vous êtes pas capable, c'est tout. Mais si ça fonctionne, hein, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ben oui, les gens en optométrie me disaient toujours, c'est de la musculation pour les yeux. Ah oui, ils disaient ça? Oui. Ah ben, c'est une raison de plus pour le faire, pour ceux qui le font déjà, puis pour essayer ceux qui... Ça vous donne une excuse de rester sur votre couch les samedis de temps. Revenons à Gatineau, bien que tu me disais que ça s'était somme toute assez bien passé, mais j'aimerais ça savoir après qu'est-ce qui est arrivé au niveau de l'emploi puis des endroits où tu es allé rester. Après Gatineau, moi et deux autres collègues universitaires, on avait des projets communs et eux, ils avaient envie de voir un peu la vie à Québec. Et donc, je les ai suivis du fait même. OK, à Québec. Oui, et à Québec, malheureusement, ça a été parmi les pires années de ma vie, honnêtement. J'ai vécu 3 ans là sans
sans être capable de me faire d'emploi stable ou d'amis. Donc j'avais mes 2 collègues universitaires, mais tu sais, il y a une limite à quel point tu peux voir les mêmes personnes à tous les semaines. Là. Fait que à un moment donné, je devenais peut-être un peu gossant. Mais c'est ça, j'ai vécu beaucoup de solitude à cause de ça. Ma santé mentale s'est beaucoup détériorée également. Donc ça a vraiment pas bien été la transition avec le monde du travail. Mais comment t'occupais ton temps? Qu'est-ce que tu faisais? Ben, j'essayais de travailler mes projets de bande dessinée quand je pouvais, sinon c'était la recherche d'emploi, puis c'était beaucoup d'attentes aussi sur certaines affaires qu'il n'aurait pas fallu que j'attende, puis que c'est beaucoup c'est ça, c'était vraiment un vestiaire en fait. OK. C'était pas ce passage-là. Donc Québec pour toi ça a pas été une réussite, disons ça comme ça. Non. Et là au bout de 3 ans, tu as décidé de quitter. Oui, j'ai décidé une reconversion en fait, en quelque sorte. J'emménage à Montréal pour un programme, une attestation d'études collégiales en animation 3D pour le jeu vidéo. OK. Le programme a été super bien, j'ai bien performé et tout. Par contre, puis je me suis fait un nouveau cercle d'amis, ce qui a été déjà beaucoup plus rapide qu'à Québec et beaucoup plus agréable. Mais après ce programme-là d'1 an, je suis retombé un peu avec les mêmes problèmes que mes amis, forcément, eux, ils ont trouvé leur voie puis ils ont trouvé des emplois. C'était pas mon cas. Fait que je me suis remis avec beaucoup de solitude et beaucoup de santé mentale qui redétériore à nouveau. Et jusqu'au point où, en 2014, je suis tombé en dépression et j'ai passé pas loin de vouloir mettre fin à mes jours. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que j'avais pris un rendez-vous à l'INLB en psychologie, et c'était pour quelque chose de complètement autre, qui n'avait pas rapport. C'était pour plus ma relation de célibataire que je filais pas bien autour. Et en jasant avec la personne ressource, j'ai mentionné que j'ai quelqu'un que je me mettais à avoir des idées noires. Et là, quand elle m'a demandé c'est quoi, tu veux dire quoi par idée noire, puis là, j'ai comme avoué autant à moi-même à voix haute que effectivement j'avais envie de mettre fin à mes jours. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé un traitement avec notamment des antidépresseurs. Et j'ai suivi un programme à travers un groupe d'entraide qui s'appelle La Clé des Champs ici à Montréal. OK. C'est un groupe d'entraide parce qu'en fait on a déterminé en fait que j'étais une personne qui souffrait d'anxiété. Et la Clé des Champs, c'est une personne un peu comme les alcooliques anonymes où tu rencontres d'autres personnes anxieuses et tu fais une espèce de cursus au travers de 4 sessions. Et donc au cas tu viens chaque semaine aux sessions et tu parles un peu de ton expérience de la semaine, puis tu réponds aussi à des exercices pour aider à traiter à gérer l'anxiété plutôt. Et c'est quoi qui m'a beaucoup aidé en fait. Parce que quand tu vas dans ce genre de groupe-là, tu réalises à quel point il y en a qui ont des cas beaucoup plus pires, qui sont beaucoup plus pires que toi. Là. C'est ça, ça permet quand même de se positionner. Exactement. Tu sais, il y avait des gens qui étaient déjà il y en avait qui finissaient pas le programme puis qui venaient pas aux sessions après deux fois. Là. Parce que c'était trop c'est trop demandant, c'est ça. C'est ça, ben oui. Puis en fait, moi, en réalisant mon anxiété, en fait, là, il y avait des choses, comme par exemple, je me suis rendu compte, mais en fait, à une époque, j'étais incapable de prendre le téléphone pour coller une pizza. Aussi simple que ça. Aïe, OK. Ouais, c'était comme, ça me demandait trop, tu sais, prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, faut que je me prépare, que je brette pendant 20 minutes au moins. Parce que je vis dans l'absolue terreur d'avoir l'air niaiseux en tout temps. Et donc, je dois me préparer à l'avance sur tout ce que je fais. Et ça, en fait, ça se relie un peu au handicap dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, comme je peux pas percevoir comment que les gens, ou évaluer comment les gens me perçoivent par leur regard ou leur langage corporel, ça fait que j'extrapole beaucoup de choses. Hein. Faut extrapoler beaucoup de choses ou interpréter beaucoup d'affaires qui sont pas nécessairement toujours là. Oui, puis rarement avoir une confirmation non plus. C'est ça. Hein. On essaye tout le temps un peu de lire dans la pensée des autres alors qu'on n'a absolument aucun moyen de le faire et on n'a absolument aucun contrôle là-dessus. Et donc le handicap a joué un peu là-dessus, mais c'est ça, c'est effectivement je suis une personne qui souffre d'anxiété puis qui sans le savoir m'était rendu jusqu'à
aussi bas que ça avant que ça s'aille sur le bord de péter. Là. Donc, toi, cet organisme-là, ça a été bénéfique pour toi? Oui, énormément. Mm-hmm. Puis ça redéfinit beaucoup de choses dans ma vie. Il y a après, je continue encore mon cheminement là-dessus parce que c'est sûr que l'anxiété, il faut t'apprends ça à gérer au jour le jour, puis c'est avec le temps. Ça disparaît pas complètement, mais c'est surtout qu'on apprend à gérer parce que en fait, l'anxiété c'est quelque chose de naturel. Hein. C'est la peur, comme la peur, c'est un phénomène naturel qu'on a besoin. Et normal. Mais le problème, là où le problème se fait, c'est que quand l'anxiété devient trop énorme, que ça gère ta vie au complet. Tu sais, il y a quand je peux avoir une discussion avec quelqu'un comme celle qu'on est en train d'avoir là, et il pourrait se passer de quoi, ou tout simplement mon anxiété embarque après coup, après la discussion, et je vais ruminer dans ma tête, repasser en revue tout ce qui s'est dit, tout ce que j'ai fait, et essayer de trouver la bébête, quelle affaire j'ai pas bien faite, quelle affaire j'aurais dû mieux faire, ah non, j'ai dû avoir l'air niaiseux en disant ça, blablabla, bla, bla. Et ça peut m'animer pendant des jours et des jours, voire des semaines. Il y a beaucoup de gens qui finissent l'entrevue puis qui disent « Oh, j'aurais dû dire telle affaire. » Exactement. Puis bon, ils ont peut-être un degré d'anxiété différent du tien. Je pense que c'est plus il y a la nervosité aussi d'être en entrevue. Ça, mais je suis quand même très étonné que qu'on soit ici ensemble aujourd'hui après ce que tu me dis. Déjà, oui, pour ceux qui l'ont deviné, je n'ai pas fini par me suicider, donc je ne suis pas mort. C'est déjà, déjà bien. Pour ceux qui se doutaient encore un peu. Là. Et non, je ne parle pas avec un esprit. OK, donc là, j'ai perdu le fil un peu, là. Donc, pour reprendre en fait un peu, j'ai fini donc le traitement à la clé des champs, puis j'ai fini par terminer le traitement sur les antidépresseurs. Depuis, ça va bien. Et en fait, ce passage à l'anxiété a entre autres été une de mes motivations derrière mon premier album de bande dessinée qui est sorti l'automne dernier. Là. Donc, ce que tu me dis puis qu'on doit peut-être retenir, c'est que bon, on peut descendre assez bas, on peut avoir une situation psychologique peu intéressante, mais il y a des choses qu'on peut aller chercher, de l'aide, même si on a les antidépresseurs un temps, on peut s'en sortir, on peut remonter, puis ça peut revenir. Oui, je pense qu'il faut la clé dans l'anxiété, puis peut-être à la limite aussi dans le handicap ou en général aussi, c'est faut apprendre à dédramatiser les choses. Tu sais, il y a bien des affaires qui se passent dans ta vie puis que tu penses que c'est le drame absolu, mais peut-être au final, c'est peut-être pas si important. Je sais pas il y a des gens, comme on disait tantôt, qui vivent des choses pires. Ouais, exactement. Puis, tu sais, il y a pas si longtemps, je me suis mis à lire, entre autres, les philosophes stoïcistes, dont notamment l'empereur Marc Aurèle, qui était donc le stoïcisme. C'est une philosophie qui mise beaucoup justement sur cette espèce de détachement-là. Des choses qu'on ne contrôle pas. C'est ça ce que disait Marc Aurèle, c'est que les choses que tu ne contrôles pas, tu dois les accepter et t'en détacher parce que tu n'as aucun contrôle sur ces choses-là. C'est ça. Puis Marc Aurèle, c'était quand même un empereur romain, hein, fait qu'il savait comment appliquer ça à sa business là. Mais c'est quelque chose que j'essaie de plus en plus appliquer à ma vie, de détraumatiser les choses qui ont l'air énormes. Tu sais, au final, là, on est 8 milliards de singes qui sont sur une roche qui vole à des millions de kilomètres heure dans l'univers, et il y a du caca. Pendant ce temps-là, il y a du caca qui sort de nos fesses à tous les jours. C'est un peu ridicule quand on y pense. Ben oui, mais tout le monde est confronté à ça. Exactement. Mm-hmm. Là, tu dis que tu as un album de bande dessinée qui est sorti l'automne dernier, donc ça, c'est en 2018. Oui, à l'automne 2018, donc est sorti mon album La Rose du Ciel,
aux éditions Michel Quintin. Et ça raconte l'histoire de... Ça se passe dans le Québec des années 50 et ça raconte l'histoire de Maria Richard, qui est une jeune Canadienne-Française qui veut devenir pilote comme son père. Malheureusement, ça se passera pas exactement comme qu'elle voudrait parce que à cette époque-là, une femme pouvait pas devenir pilote dans l'armée royale, dans l'armée de l'air canadienne. Mais par un concours de circonstances, elle va devoir déjouer les plans d'une baronne nazie avec un jetpack. Et la façon dont ça se manifeste, l'anxiété, en fait, c'est que Maria se révèle à un moment donné être une personne anxieuse et c'est quelque chose qui va qui est beaucoup animé entre autres par la pression sociale de l'époque parce qu'elle veut faire une carrière atypique pour une femme à cette époque-là. Et elle a beaucoup de pression sociale et ça lui amène beaucoup d'anxiété et d'incertitude là-dessus. Donc j'avais envie de faire un album. Je voulais pas, parce que quand je suis sorti de ma dépression, j'avais envie de faire un album là-dessus. Mais je voulais pas faire comme 6000 auteurs qui font un album sur leur dépression. Je voulais faire de quoi sur vraiment l'anxiété de façon peut-être un peu plus générale et sur un sujet qui me passionne, c'est-à-dire le super-héros. Et le pulp, l'aventure aussi. Là, Donc là, c'est comme ça que l'idée est venue. Là, il y a l'histoire. Puis, il y a les dessins, parce que là, c'est toi qui fais tout ça. Oui. Tu me disais tantôt, t'es scénariste, c'est que là, t'écris ton... comment ça se fait, grosso modo? C'est sûr que, comme pour n'importe quoi, c'est sûr que dessiner, c'est pas ce qu'il y a de plus évident pour une personne handicapée visuelle, mais c'est la même règle que pour n'importe qui, c'est-à-dire que pour être bon à le faire, il faut que tu le fasses 7000 fois. Si tu fais, si t'as de la misère à dessiner une main, dessine-la 7000 fois, puis là, t'auras plus de misère à la faire. Fait que ça a été un long cheminement depuis la fin de l'université d'apprendre vraiment toute l'anatomie, la perspective, et ainsi de suite, puis de vraiment peaufiner, avoir ma patte visuelle en termes de dessin. Et pour ce qui est de la technique comme telle, quand j'étais à l'université, la dernière époque où je faisais encore sur du papier, je devais travailler sur des formats tellement énormes. On parle de peut-être 6 pieds par 3 pieds, là, les feuilles. Oui. Oui, donc et le problème vraiment énorme. Parce que fallait que j'aille un gros format comme ça. Le problème qui se présente à ce moment-là, c'est que t'as plus de surface à couvrir, donc c'est beaucoup plus long faire une planche de bande dessinée à ce moment-là. Eh oui. Fait que là, je me suis dit fuck that, je vais tout switcher à l'ordinateur. Et je me suis mis à l'utilisation de ce qu'on appelle une tablette graphique. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si celle que j'ai présentement, c'est ce qu'on appelle une Cintiq, c'est-à-dire que c'est comme un écran d'ordinateur, mais dans lequel on a un crayon qui vient avec et qu'on peut dessiner directement sur la surface de l'écran. OK, c'est que c'est vraiment ton dessin que tu as dessiné toi-même, mais sur l'écran de l'ordinateur. Donc, directement dans le logiciel. Exactement. Donc, j'utilise un logiciel qui s'appelle Clip Studio Paint, ainsi que Photoshop en complément aussi. OK. Et donc, c'est ça. Tout maintenant se fait à l'ordinateur. L'avantage, forcément, c'est que contrairement au format papier, je peux zoomer autant que je veux. Fait que je peux aller aussi loin et aussi proche que j'en ai besoin pour les détails. Sans avoir l'immense papier. Non, exactement. Puis en plus, t'imagines un format comme ça, fallait que je sois, avec mon degré de vision, faut que je sois quand même plié sur ma table pour être capable de voir qu'est-ce que je fais, là. Fait que c'est... Oui, il y a une posture, là, qui rentre en ligne de compte. Oui, exactement. Hein. Et ça, là, une bande dessinée, un album comme t'as fait, ça comprend à peu près combien d'images? Combien de... Il y a des albums, il y en a de tous les volumes, de toutes les tailles. Le mien fait 88 pages. OK. Donc, on parle de 88 pages couleurs que j'ai produit sur environ 10 mois. Donc, si on exclut la pré-prod, toute la production de l'album, c'est à peu près presque un an, là. Ça, c'est l'aspect pour les photos, pour les images ou pour tout au complet? Pour le dessin. Vraiment. OK. Parce que là, l'histoire, ça, est-ce que c'est long? Est-ce que c'est compliqué? Pour la scénarisation? Oui. En fait, c'est quelque chose c'est quand même long dans un sens, mais c'est pas, en termes de technique, pour l'adaptation, c'est pas un problème sur du traitement de texte. Tout
tout ce qu'il y a de plus banal. Mais c'est quand même un processus qui est toujours un peu laborieux pour moi parce que j'ai toujours un peu de misère à sortir mes idées, à les mettre sur le papier. Une fois qu'elles sont là, après ça, c'est juste de la job de bras pour compléter. Mais c'est ça, c'est toujours... de la manière que ce que j'ai procédé, par exemple, c'est que j'ai fait un résumé complet de toute mon histoire. Pour chaque paragraphe de chacune de mes scènes, ce que je faisais, c'est que OK, mettons, ce paragraphe-là va me prendre tant de pages à raconter. Et pour chaque page, je résumais en une phrase de ce qui allait se passer sur cette page-là. OK. Et donc, à partir de là, je déterminais un peu, OK, sur cette page-là, on va commencer de telle façon-là, on va finir de telle façon. Et le temps que j'établisse ça, je trouvais les dialogues entre qui allaient se dire sur cette page. OK. Et là, entre le temps où tu commences puis le temps où ton album est publié, bon, comme tu dis, il y a à peu près 10 mois. Et là, après, il y a la publication. Là, tu as fait des salons du livre, si j'ai bien compris aussi. Oui. Mm-hmm. Ça, c'est comment? C'est-tu... Est-ce que c'est difficile pour l'anxiété, ça, là, la publication? La publication un peu, parce que c'est sûr, tu veux que ça soit que ça plaise, puis que... Il y a, au départ, avant que ça plaise, il y a toujours l'aspect... ça parlera moins aux non-voyants, mais au niveau des couleurs, les gens, ce que ça savent peut-être pas non plus, c'est que quand on a un fichier informatique, par exemple, devant soi sur notre écran, on a un tel type de couleur. Le problème, c'est que une fois que c'est imprimé, ce sera pas exactement les mêmes couleurs. OK, ça ressort pas. Il y a des petites déviations parce que c'est pas le même processus des couleurs sur un écran que c'est de la lumière versus l'imprimé où cela c'est de l'encre sur du papier. Donc c'est pas le même, il y a une chimie qui est différente. Donc il y a toujours un petit décalage avec ça, fait que ça me stressait beaucoup. Mais c'est sûr ensuite pour ce qui est de la parution, oui, tu veux que les gens en parlent, tu veux que ça circule le plus possible, mais comme je disais tantôt, on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait que faut l'accepter puis il faut le prendre comme que c'est. Mais le jour où tu as ton album physique dans les mains, ça doit être quand même quelque chose. Ah oui, complètement. Moi, je pense que c'est l'objet inanimé que j'ai donné le plus de câlins de ma vie, cet album-là. Là. OK. Puis c'était une première parce que ça faisait longtemps. Là, on parle, la sortie de l'album, ça faisait presque 10 ans depuis la fin de mon bac. Fait que c'est beaucoup d'années à travailler sans avoir un projet qui est publié professionnellement. Là. Mm-hmm. J'ai fait beaucoup de BD avant ça de façon autodidacte, là, mais autopublié, je veux dire, mais je suis un éditeur majeur comme celui-là, puis à grande échelle comme ça à travers tout le pays, là, distribué, là, c'était une première. Oui, quand même. Mm-hmm. Tu me disais aussi, je pense que c'était pendant la pause, que tu peux pas vivre de la bande dessinée. Non. C'est ça. Puis tu me disais, tu avais un autre emploi. Est-ce qu'on peut en parler? Ça concerne quoi? Oui, en fait, je travaille pour un centre d'appel à domicile. Okay. Mm-hmm. C'est-à-dire, donc, je suis chez moi et je réponds à des appels pour cette compagnie-là. Mm-hmm. Et quand que j'ai pas d'appel, je tourne ma chaise et je dessine. Hey! C'est un peu mon life hack que j'ai trouvé pour être capable de joindre les deux bouts. C'est sûr, par contre, que ça fait en sorte que j'ai 2 jobs, donc je travaille beaucoup plus. Je travaille dans les 50 heures semaine, là, fait que et plus. Fait que c'est sûr, mais c'est la vie d'artiste. Et tu travailles beaucoup de chez toi, donc oui. J'imagine que ça te convient parce que ça convient pas à tous. C'est sûr que ça a ses avantages, que dans le sens que je perds beaucoup moins de temps dans les transports pour faire mes 2 travail, je veux dire. Mm-hmm. Mais le désavantage, c'est que forcément, on est souvent tout seul dans son bunker. Fait qu'il faut trouver des moyens pour pallier à ça, c'est-à-dire avoir des activités en dehors de ça, en plus de ça, qui vont aller rejoindre plus le social pour ça. Et là, le côté social, ça va bien aussi, ça va... Oui, quand même. J'ai quand même un cercle d'amis qui se développe toujours un petit peu plus de temps à autre. J'ai des amis réguliers qui viennent me voir quand même sur une base hebdomadaire aussi. Je co-organise un club de lecture à la librairie Z dans Hochelaga. J'ai quand même des activités au travers. Là.
Est-ce que toi, tu te déplaces dans le métro? Est-ce que tu... Oui. Ouais. Oui, j'ai aucun problème au niveau de la motricité en ville de façon générale. Il y a peut-être quelques coins de rue où est-ce que les feux de signalisation sont pas toujours évidents, surtout quand le soleil est dedans. Là. Mm-hmm. Mais sinon, de façon générale, tu sais, je pourrais poser ma canne, comme je disais tantôt, ma canne c'est une canne d'identification. Hein. Je pourrais la poser sur le comptoir puis m'en retourner où ça me tente sans problème. Puis ça fera pas beaucoup de différence. Parce que on te voit pas dans les clubs de non-voyants, des trucs comme ça, hein, c'est pas... Non, effectivement, hein, comme je disais, c'est pas le handicap, c'est pas un sujet qui m'intéressait, mais c'est pas un milieu que je fréquente non plus, puis je juge pas ceux qui le font non plus là, c'est juste que c'est pas dans ma culture personnelle tout simplement. Puis ça revient peut-être un peu comme je disais tantôt aussi, où mes parents m'ont beaucoup éduqué à essayer de m'amener dans la normalité. Fait que c'est pour ça que me tenir avec des handicapés, c'est quelque chose qui me viendrait pas naturellement. Mais je trouve ça doublement intéressant que tu sois à mon micro aujourd'hui. En plus que je trouve que ça a donné une entrevue très intéressante. Et là, est-ce qu'on travaille sur un deuxième album? C'est quoi les projets futurs? Oui, alors la suite de la Rose du ciel, parce qu'elle va continuer ses aventures, bien sûr. C'est en cours de production. Là, je suis dans peut-être 25% du projet de fait pour l'instant. Le contrat est signé avec l'éditeur, fait que ça devrait paraître éventuellement. Et puis, je tiens à spécifier que c'est mon beau-frère Guillaume Demers qui t'a rencontré dans un salon, puis qui m'a dit, tu devrais rencontrer Jean-Philippe Perrault. Et ça s'est fait. Alors, je suis bien content quand même que des fois, des gens m'amènent d'autres personnes, des noms, et ça fonctionne. On se parle, puis on se rencontre et on fait une entrevue qui... Oui, c'est parce qu'on se voit pas entre nous autres, hein. Fait qu'il faut que quelqu'un d'autre nous spotte. C'est ça, pour faut nous que mettre quelqu'un en d'autre lien. nous mette en communication. Mais les réseaux sociaux, ça a ça d'intéressant aussi. Oui. Jean-Philippe, un gros merci. C'est bon que t'as Puis remercié. beaucoup de chance dans tes prochains projets. Et je vais essayer d'aller voir, hein, d'aller voir qu'est-ce que je pourrais tirer de cette bande dessinée. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies et en bibliothèque aussi. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochain rendez-vous, nous rencontrons une journaliste de terrain toujours à la recherche d'un sujet à nous faire découvrir, Jessie Archambault, le 27 septembre.